Les raisons de vous censurer aujourd'hui sont nombreuses. Emmanuel a tenté de lancer, j'ai bien vu la manœuvre, qui consiste à dire « ça a coûté 3 milliards d'acheter les votes des socialistes ». Ça a coûté beaucoup moins cher que le gouvernement Barnier qui a voulu acheter les votes du RN. Mais certains dans cet hémicycle, élus pourtant pour en finir avec le macronisme, s'apprêtent aujourd'hui à sauver votre gouvernement et à servir de béquille à la continuité de sa politique. Quelle irresponsabilité! Ce qui se joue maintenant est proprement historique et suppose une certaine hauteur de vue. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 288, pour l'adoption 131. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Il y a la gauche qui braille et il y a la gauche qui travaille. Donc ça, c'est la gauche qui braille. Vous parlez de la gauche qui braille. LFI, ce matin, c'est la gauche qui braille. Pour moi, c'est la gauche qui braille parce qu'à un moment donné, on ne peut pas trahir ses électeurs et ses électeurs. Je lui envoie un autre SMS, je lui dis « mais t'es candidat quoi en fait ?» Il dit « je suis candidat Front Populaire ». T'es candidat Front Populaire. Mais François, désolé, je veux pas François, t'es candidat sur un programme qui dit l'inverse de tout ce que tu nous dis, qui dit l'inverse de tout ce que t'étais quand t'étais président de la République. Il dit oui, mais les programmes, tu sais, ça n'engage que ceux qui les lisent. Après, on verra. La semaine dernière, pour la plus grande satisfaction de la presse et des médias mainstream, qui se sont, comme nous le verrons, chaudement félicités de ce sauvetage en le présentant comme un gage de raison et de sagesse, le gouvernement Bayrou a survécu à la motion de censure présentée par la gauche. Il a plus précisément été sauvé par le Parti socialiste et le Rassemblement national, qui ont conjointement refusé de voter cette censure. C'est pourquoi nous appelons, au nom de la confiance que les millions de salariés et chefs d'entreprise que nous représentons placent en nous, et l'esprit de responsabilité qui nous guide, à retrouver au plus vite le chemin de la stabilité, de la visibilité et de la sérénité. Pour bien comprendre ce qui s'est joué là, il faut d'abord remonter le temps et se rappeler pour commencer qu'au mois de mars 2023, les macronistes ont court-circuité le Parlement en recourant à l'article 49.3 de la Constitution pour imposer une réforme des retraites dont une écrasante majorité de Français ne cessait de répéter sondage après sondage qu'ils n'en voulaient pas et contre laquelle ils avaient manifesté par millions pendant plusieurs mois. On n'en veut pas de ta retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas. Non mais on n'en veut pas de ta retraite, trou du cul. Il faut ensuite se rappeler que quelques semaines après ce passage en force, les députés communistes, écologistes, insoumis et socialistes ont signé ce qu'ils ont appelé le serment du 8 juin 2023, dans lequel ils réaffirmaient, je cite, « un objectif commun avec le droit à la retraite à 60 ans et prenaient devant les Français l'engagement suivant. Nous faisons le serment d'agir sans relâche pour rassembler une majorité qui mettra fin à cette réforme injuste et injustifiée. » Puis il faut enfin se rappeler les dernières élections législatives où les mêmes partis de gauche se sont unis sous la bannière du nouveau Front Populaire, le NFP, et autour d'un programme qui n'avait certes rien de particulièrement révolutionnaire, mais qui proposait tout de même des mesures importantes, comme le rétablissement d'un impôt de solidarité sur la fortune renforcé avec un volet climatique, l'augmentation du SMIC à 1 600 € par mois, et bien sûr, et conformément au serment prêté 1 an plus tôt, l'abrogation immédiate de la réforme des retraites. C'est ce programme qui a permis au NFP de remporter le 7 juillet dernier le second tour de ces législatives, et c'est cette victoire qui lui a une nouvelle fois été confisquée par Emmanuel Macron, quand le chef de l'État, après la démission de Michel Barnier, a une nouvelle fois refusé de nommer un Premier ministre ou une Première ministre issue des rangs de la gauche, et a préféré donner Matignon à François Bayrou. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Qui s'est empressé de composer un gouvernement comptant plusieurs ministres venus, pour le dire très gentiment, de la droite la plus dure. Mais dans les carrefours, où il n'y a pas de personnes qualifiées, la priorité de droite s'applique. Comme Gérald Darmanin, qui trouve Marine Le Pen un peu molle, fin de citation, ou comme Bruno Retailleau, dont le député Éric Ciotti, qui sait un peu de quoi il parle puisqu'il s'est lui-même rallié au Rassemblement national, a très justement relevé qu'il tenait, je cite, les mêmes discours que l'extrême droite. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là.
En acceptant d'entamer des discussions avec François Bayrou après son installation à Matignon, et en considérant par conséquent que ce Premier ministre qui devait son poste au vol du vote des Français était un interlocuteur légitime, le Parti socialiste a de fait entériné ce hold-up électoral, au lieu de le dénoncer pour ce qu'il était. En renonçant ensuite, dans le cours de ces discussions, à exiger l'abrogation immédiate de la réforme des retraites pour demander plutôt sa suspension, ce même parti a réussi, sans que personne n'en soit au fond réellement surpris, puisque ça fait plus de 40 ans que les socialistes renient leurs engagements. Ah, c'est vrai ça! L'exploit de trahir tout à la fois son serment du 8 juin 2023 et la promesse électorale qui lui a permis d'envoyer plusieurs dizaines de députés à l'Assemblée nationale au second tour des dernières législatives. Une prouesse d'autant plus remarquable qu'elle n'a servi à rien, puisque Bayrou, parfaitement conscient de la veulerie de ses interlocuteurs, a catégoriquement refusé de suspendre la réforme. Quelle ironie! Et il a bien fait, puisque les socialistes, prétextant un peu rapidement que le Premier ministre leur aurait octroyé quelques concessions, ont une nouvelle fois trahi leurs électeurs en refusant, comme le Rassemblement national, de voter avec la gauche la censure du gouvernement de droite. En résumé, en l'espace d'un an et demi, le PS est très tranquillement passé de la promesse solennelle qu'il agirait sans relâche pour rassembler une majorité pour mettre fin à la réforme injuste et injustifiée des retraites, au soutien à un gouvernement soutenu aussi par l'extrême droite, qui lui a très clairement signifié qu'il n'était pas question pour lui de mettre fin à cette réforme. Mais non. Mais non. Bien évidemment, la presse et les médias mainstream, qui ne tolèrent la gauche qu'à partir du moment où elle est de droite, ont acclamé cette nouvelle traîtrise et l'ont présentée comme une preuve du sérieux et du sens des responsabilités des socialistes. Félicitations. 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 Le quotidien Le Figaro, propriété du groupe Dassault, avait prévenu: une suspension de la réforme des retraites coûterait au bas mot 2 à 3 milliards d'euros, expliquait-il le 13 janvier, sans préciser bien sûr que cette somme ne représentait qu'une infime fraction des gigantesques aides que l'État distribue année après année au même groupe Dassault, sans que jamais Le Figaro ne s'alarme de cette dépense extraordinairement coûteuse. Ce journal s'est donc chaleureusement félicité, 3 jours plus tard, le 16 janvier, de ce que François Bayrou échappe à sa première motion de censure grâce au Parti socialiste et au Rassemblement national. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 288. Pour l'adoption 131. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Le Monde, de son côté, a décrété dans un éditorial anonyme publié le 18 janvier que la décision du Parti socialiste de ne pas voter la motion de censure déposée par la France insoumise, les communistes et les écologistes apparaissait comme un choix responsable et que cette initiative du PS ouvrait une brèche tout à fait salutaire au sein de la gauche en actant une confrontation avec Jean-Luc Mélenchon, dont ce journal regrette qu'il accuse les socialistes de fracturer cette gauche. Fin de citation. Au même moment, le directeur délégué de la rédaction de l'hebdomadaire La Tribune dimanche a dit presque exactement la même chose, avec ses mots à lui, en écrivant dans son dernier éditorial, publié le 19 janvier, que François Bayrou, en trouvant les mots qui lui ont permis d'obtenir le soutien des socialistes, était, je cite encore, parvenu à couper le cordon entre le PS et la France insoumise, et que Jean-Luc Mélenchon lui-même n'a pu que constater l'inefficacité de ces anathèmes et des invectives à l'égard de la direction du PS. Pourquoi est-ce intéressant ? Parce que cela démontre une nouvelle fois que la presse et les médias mainstream sont prêts à toutes les manipulations, à tous les mensonges et à tous les trucages lorsqu'il s'agit de discréditer la gauche et d'offrir au passage quelques jolis cadeaux supplémentaires à l'extrême droite. Dans la réalité, en effet, les insoumis n'ont pas insulté le Parti socialiste, comme le suggèrent unanimement les éditorialistes du Monde et de la Tribune. C'est au contraire le Parti socialiste qui a une nouvelle fois insulté ses électeurs en reniant la seule et unique promesse qu'il s'était engagé solennellement à ne jamais renier, celle de ne jamais renoncer à l'abrogation de la réforme des retraites. Ce qui se joue maintenant est proprement historique et suppose une certaine hauteur de vue. En ne censurant pas, dès vos premiers pas, votre gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez compris, nous ne vous accordons pas pour autant notre confiance. Mais nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire parce qu'elle peut conduire à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle nous ne vous censurerons pas, Monsieur le Premier ministre. La France insoumise s'est contentée de rappeler que ce reniement constituait une nouvelle trahison, susceptible de fracturer la gauche, et ce rappel n'est ni un anathème, ni une invective, mais un simple constat.
En présentant cette traîtrise comme une preuve de maturité et de responsabilité, les journalistes rendent plusieurs services à l'extrême droite. Ils suggèrent d'abord, sans jamais le dire explicitement, que le Rassemblement national a lui aussi fait preuve de sagesse et de responsabilité, puisqu'il a lui aussi refusé de censurer le gouvernement Bayrou, et cela contribue évidemment à la normalisation de ce parti. Mais surtout, en fustigeant une gauche dont le seul tort est de vouloir respecter les engagements pris auprès de ses électeurs et de vouloir appliquer le programme qui lui a permis de remporter les élections législatives, il conforte dans l'opinion l'idée que les promesses électorales sont faites pour être trahies et que le vote n'a donc au fond aucune utilité. Pour le dire autrement, ces journalistes alimentent volontairement un dégoût de la politique dont ils savent pertinemment qu'il profite d'abord à une extrême droite qui n'en demandait sans doute pas tant et qui doit être absolument ravie de se voir décerner de tels brevets de respectabilité. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. Il faut faire l'inverse de ce qu'a fait François Mitterrand. François Mitterrand en 71 a fait l'union de la gauche, nous on doit faire la désunion